Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série HO. Le film d'aujourd'hui s'appelle The Meg, en France En eau trouble. J'ai pas mis le titre original français parce que tout simplement il y a plein de films qui s'appellent En eau trouble. Donc The Meg, au moins vous retrouverez le film. Sous-entendu The Megalodon. Et réalisé par John Turteltaub, pardon. Il est sorti le 22 août 2018, je l'ai vu au cinéma et en version originale. Je crois que j'avais pu entendre la superbe voix de Jason Statham, si je dis pas de bêtises. Alors, John Turteltaub, le réalisateur, c'est qui ? En fait, c'est plutôt un yes man. Quand tu mates sa carrière, c'est le réalisateur de Rasta Rocket, alors les vieux vont s'en souvenir, de Ninja Kids, oh là là, ça c'est film direct à l'époque au vidéocassette store à l'époque, hein. Phénomène, un film où John Travolta a des super pouvoirs, qui date, hein, mais vraiment. Voilà, c'est plutôt... et donc The Meg. C'est un réalisateur plutôt, de bon divertissement. Hein. Rasta Rocket, à l'époque, avait eu un beau petit succès. C'est pas un grand film. Je vous conseille de voir la vidéo de Monsieur Mea dessus, qui est vraiment très bien. Et qui, je trouve, est assez juste sur le contenu de ce film-là. Voilà, c'est un bon film d'entertainment basé sur une histoire réelle, avec certains clichés, certes, hein, qui sont ceux des années 90, mais... ça reste sympathique, film familial par définition, honnêtement. Ninja Kids, pareil, Phénomène, c'est un peu un drame pour toute la famille aussi, c'est très très gentil, tout ça. Enfin voilà. C'est un mec qui fait des films en général des bons divertissements, pas plus que ça. En tout cas, si vous connaissez mieux John Turteltaub que moi, vous me le dites, vous me corrigez, mais j'ai toujours eu la sensation que c'était un réalisateur d'œuvres, on va dire, mineures, du cinéma d'entertainment, mais qui roule sa base depuis plusieurs années, qui arrive de temps à autre à faire des films au cinéma, et donc des divertissements sympathiques, comme je disais. Alors, du coup, la question est simple, c'est est-ce que The Meg est un bon divertissement ou pas ? Eh bien, en fait, pitch. John Taylor, spécialiste du sauvetage en grande profondeur, est retiré car traumatisé par un dernier sauvetage, au cours duquel il a dû laisser mourir ses deux meilleurs amis. Mais c'est alors qu'on vient le chercher pour sauver son ex-femme, prisonnière d'un sous-marin à des profondeurs où l'être humain n'est jamais allé. Fidèle à lui-même, John sauve son ex-femme, mais en revenant à la surface, il ramène avec eux, sans le vouloir, une créature préhistorique assoiffée de sang. Enfin voilà, vous comprenez le pitch, c'est simple, on n'est pas dans de la grande poésie. Mais ce qui est plutôt étonnant quand le film commence, c'est que c'est plutôt pas mal. La première scène où on voit donc Jason Statham, hein, je l'ai pas dit, hein, c'est ce qui a fait toute la pub de The Meg, c'est qu'il y avait plutôt de jolis petits plans sur le fameux requin géant, et puis c'est rigolo d'avoir Jason Statham contre un requin, quoi. Et le film va jusqu'au bout du délire d'ailleurs, hein, c'est Jason Statham contre un requin. Je peux pas dire les choses autrement. Est-ce que c'est complètement débile pour autant ? Non, mais je vais venir après. En l'occurrence, le film commence par on voit le fameux sauvetage dans un sous-marin en grande profondeur, et une scène qui est, je trouve, plutôt réussie, où John Taylor, donc Jason Statham, doit faire le choix de laisser ses deux meilleurs amis derrière. Et ça marche plutôt bien, la scène est plutôt bien montée, on comprend assez lisiblement ce qu'il se passe, on comprend aussi ce qui a pu l'empêcher de ne plus y retourner, ce qui fait que quand on le retrouve plus tard dans le film, relativement vite, hein, ça fonctionne. Ça fonctionne assez bien. C'est un film qui m'a surpris parce que je m'attendais à un divertissement un peu bête et méchant, hein, tout simplement d'été, voilà. On va faire un énième remake des Dents de la Mer en version on déconne. Et au final, le film est assez, je dirais pas singulier, mais développe assez son histoire pour que finalement, pendant le film, je me disais pas... tiens, c'est les Dents de la Mer, ou est-ce que ça ressemble aux Dents de la Mer ? Parce qu'au final, pour moi, les Dents de la Mer restent la référence. Pour la petite parenthèse perso, les Dents de la Mer, c'est un film qui m'a traumatisé quand j'étais gosse, à tel point qu'encore aujourd'hui, je peux pas aller me baigner en eau profonde. Si vous m'emmenez en bateau un jour sur la mer, vous risquez d'être déçus, hein, c'est pas moi qui vais piquer une tête. Bref, c'est un film qui m'a complètement traumatisé quand j'étais gosse, et donc j'en ai un souvenir plutôt classe, que j'avais passé finalement un bon moment, et puis j'ai eu la chance de revoir le film l'année dernière notamment, à constater que le film était vraiment bien foutu. Bon, il a vieilli, il y a plein de trucs des effets qui sont devenus un peu lourdingues, mais les effets, ou comment dire, la chasse notamment autour du requin blanc est très 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 bien faite. Bref, je ferme la parenthèse. Bah non, je suis obligé d'en ouvrir une tout de suite. Il y a le super podcast dont je vous parle dans un autre qui s'appelle Split Screen, qui a fait un magnifique épisode sur
Les Dents de la Mer, où ils parlent du tournage en long, large, en travers, comme c'est leur spécialité, je vous en ai déjà parlé dans d'autres podcasts, donc n'hésitez pas à regarder, à écouter, c'est passionnant. Vraiment, le tournage des Dents de la Mer, c'est passionnant. Je vous laisse découvrir, allez découvrir ça, ils ont une page Facebook, Split Screen, ça arrache, et l'épisode sur les Dents de la Mer est vachement bien, je ferme la parenthèse. Donc, finalement, The Meg m'a assez emporté, entre guillemets, pour que j'y pense plus, et il arrive à faire ses petits effets, quoi. Donc on a déjà un premier point positif, c'est que le traumatisme du personnage principal, je trouve qu'on le ressent plutôt bien, ça marche plutôt bien. En plus, on met en scène tout de suite un docteur qui était là et qui va revenir ensuite dans le film, et on comprend du coup que lui, il avait un regard peut-être différent sur la même situation. Ça aussi, ça fonctionne. Du coup, quand Jason Statham est cherché par les personnages du film, le scientifique, je vous passe les détails parce que c'est relativement des clichés, le scientifique, la scientifique qui est en fait la fille du chercheur principal avec sa petite fille à elle, donc on sait qu'il va y avoir des histoires de filialité, de famille et ce genre de choses. La scientifique un petit peu intelligente, un peu rebelle, qui est jouée par qui? Ruby Rose. Alors Ruby Rose, je vais bientôt l'appeler Michelle Rodriguez wannabe. Pas parce qu'elle ressemble à Michelle Rodriguez ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'on commence à la prendre dans les mêmes types de rôles. Dans chaque film, elle a le même type de présence. Bon, il se trouve qu'elle a un visage et un corps très particulier. Je sais plus si elle a beaucoup de tatouages, je sais plus exactement, mais on joue beaucoup sur ce côté garçon-fille. Dans le dernier John Wick, dans John Wick 2 par exemple, elle a un bon rôle où elle est très bien. On joue beaucoup sur son incarnation, je sais plus dans quoi d'autre je l'avais vu aussi, Ruby Rose, mais bon, voilà. Je ferme la parenthèse, mais c'est un peu un personnage qui est... Elle joue toujours un peu le même type de personnage, quoi. C'est plus ou moins une héroïne, plus ou moins un peu borderline, mais en même temps assez comme ça, on va dire, avec des fortes convictions tout de suite, enfin voilà. Et c'est exactement le même rôle dans ce film-là, il y a le scientifique black qui flippe de tout, et qui limite un cliché, un retour des clichés des années 90, mais j'ai envie de dire que ça passe plutôt bien. C'est lui qui dit les fameux trucs du genre, vous êtes sûr qu'on va aller à la chasse d'un gros truc qui a essayé de nous bouffer, vous voyez, des choses toutes simples. Mais je trouve que le film le rythme plutôt bien, on sent que là John Turteltaub il connaît son taf à ce niveau-là, sur la comédie familiale grand public d'aventure, et du coup je trouve qu'il le rythme plutôt bien, c'est même parfois assez drôle, ce personnage-là, et puis on a d'autres clichés, les deux geeks, scientifiques, il y a juste peut-être l'ex-femme pour le coup de Statham, qui est pour le coup un personnage très transparent, qui est très vite éludé dans le film, qui est vraiment juste un prétexte pour le coup. Mais je vais revenir là-dessus, je vais en parler tout de suite. The Meg est un divertissement de l'été. Point barre. C'est presque décevant, parce que, comme je disais, l'amorce est bien réussie. On a donc cette intro qui est bien prenante. On a le premier sauvetage avant l'arrivée du requin, où le film prend son temps, et c'est très bien, pour grosso modo présenter les personnages de manière dynamique. Pour faire arriver le personnage de Statham comme un héros en quelque sorte, mais il est aussi un mec qui a des failles, puisque on voit clairement qu'il est alcoolique, qu'il a un rapport aux autres qui est un peu compliqué, que comme il a vu, quand il a fait ce premier sauvetage, qu'il y avait une créature visiblement dans les profondeurs qui les a attaqués, que personne n'a cru, il est blasé, il en veut aux autres, donc on comprend très vite qu'il c'est un mec assez violent, bien qu'on le voit pas tataner des gens avec un coup de poing, coup de pied, ce qui est un peu sa marque de fabrique, hein, vous voyez son style. Je parlerai bientôt d'un de ses autres films que j'aime beaucoup, que j'ai encore revu dernièrement, qui s'appelle Redemption, en français ils avaient appelé ça Crazy Joe, qui est très 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 bien. Je vais probablement faire un podcast dessus, ou peut-être un après-film, parce qu'il est vraiment vraiment très bien ce film. Bref, peu importe, sur la parenthèse. Et donc même dans Crazy Joe, qui est un magnifique drame, la valeur ajoutée, une des valeurs ajoutées de l'histoire, c'était sa capacité à tataner les mecs tel qu'il le fait, avec ses fameuses techniques prises de jiu-jitsu, du MMA et autres, tout ça, qu'il fait très très bien d'ailleurs. C'est un excellent cascadeur, pour le coup, de scènes de combat, au moins, Jason Statham. Et donc en l'occurrence, dans ce film-là, on n'y a pas droit, mais c'est pas un problème, puisque c'est, il me semble avant tout, un très bon acteur. Je rajoute un peu, c'est un bon acteur. C'est un bon acteur qui a une incarnation physique avec laquelle il joue bien, et du coup je trouve que c'est pas forcément nécessaire de prendre Jason Statham pour des films d'action. Il a une valeur ajoutée incontestable, c'est dommage de s'en passer. Mais en l'occurrence, force est de constater que Crazy Joe ou d'autres films, hein, que ce soit Homefront ou d'autres, c'est des films qui sont vraiment bons, et lui il est bon dans son jeu d'acteur, d'abord et avant tout. Ça c'est un des trucs simples que j'ai envie de dire sur ce mec, qui est peut-être évident, mais qui me semble, on a tendance
un peu le mettre dans un carcan de film d'action. Bon, après, ça marche pour lui, donc peut-être que lui aussi a pas envie de faire autre chose. Hein. Il se trouve qu'il vient d'être papa, là, donc je pense qu'il va être encore moins disponible à faire des choses différentes. C'est assez classique pour les acteurs d'avoir une crainte comme ça, de se mettre en danger une fois qu'on a des enfants et tout ça. Ce qui est tout à fait compréhensible et respectable. Surtout que lui, je crois qu'il a la cinquantaine, là il a 52, 53 ans. Tout ça pour dire, je sais pas si maintenant on va le voir faire des films, aller tourner chez Tarantino par exemple, ce qui ne nous surprendrait pas du tout. Parce qu'il est bon, tout simplement comme acteur. Mais c'est visiblement pas le choix de carrière qu'il a fait. Nonobstant, il fait des bons films, hein. Il y a des films d'action comme ça, un peu comme The Meg, qui sont des divertissements. Ou les Fast and Furious, hein, par exemple, mais il fait entre ça des films, on va dire des thrillers noirs d'action, souvent, qui sont très réussis, quoi. Homefront, c'était pas mal du tout, Crazy Joe, c'est excellent, c'est vraiment un excellent film. Bref, j'en ma parenthèse. Tout ça pour dire, on n'utilise pas cette valeur ajoutée, il est vraiment dans des scènes d'action où c'est un plongeur et tout ça, il le fait très bien, d'ailleurs, il n'y a aucun souci. Autre parenthèse tout de suite sur Jason Statham, c'est un mec qui a complètement compris qu'il devait jouer avec son corps, parce qu'il a un corps magnifique, musclé, c'est un peu une sorte de dieu grec, et dans quasiment tous les films, on le voit torse-poil ou à poil, complètement. Alors il est malin, on voit pas son zizi, mais grosso modo, on le voit à poil, et il joue de ça, clairement c'est devenu une valeur ajoutée. Il y a une séquence dans le film où à un moment donné, il y a une scientifique qui est plus ou moins intéressée par lui, qui est asiatique, qui va le voir dans sa chambre, et il est en serviette ou carrément à poil. Et il joue beaucoup sur le fait qu'elle est gênée, mais en même temps intéressée, ce qui est clairement joué sur un miroir de tout un public féminin, entre autres, qu'est-ce que je dis, un public en général, hein, il y a aussi des hommes, j'imagine, qui sont très intéressés par ça, et qui ont le droit, dans chaque film de Jason Statham, à un moment où il est torse-poil. Alors, dans tous ces films, non, mais dans la majorité, oui, ça c'est incontestable. Donc voilà, il a aussi compris que c'était un peu son fond de commerce, donc c'est peut-être aussi pour ça il est peut-être un peu plus roublard que je ne suis en train de le présenter. C'est pas seulement un bon acteur qu'on a casé dans les films d'action parce qu'on l'a caricaturé, c'est aussi lui qui joue beaucoup sur son incarnation physique. Voilà, je veux quand même modérer les choses, l'industrie n'est pas contre lui, il l'utilise aussi, il n'y a pas de problème. Tout ça pour dire, tout le début du film, pour revenir à ce que je disais, est tendu, la mise en place est plutôt bonne, on a tout un côté installation futuriste qui font de la plongée, tout ça qui est, je pense, un peu tiré par les cheveux, parce qu'il y a plein de technologies, je pense, qui sont beaucoup moins efficaces dans la réalité. En tout cas, c'est une a priori. Encore une fois, vous pouvez aussi me contredire là-dessus et me dire que le film est très très juste scientifiquement. Je n'en sais rien. Pour le coup, ça m'a paru plutôt bien fait. J'ai aimé aussi le temps qu'ils ont mis à mettre en place un peu la station qui descend sous la mer, et tout ça, comment ils y descendent. Je trouve qu'à cet endroit-là, le film est vraiment dynamique. Et avant l'arrivée du requin, du fameux requin, on sait qu'il va arriver, c'est le titre, et on sait que c'est ça l'ange du film, on a vraiment un film qui sait prendre son temps, de manière intelligente, sans être rébarbatif ni trop idiot. On comprend que l'histoire est simplifiée, hein. C'est pas non plus des scientifiques qui sont en train de faire des débats, hein. On n'est pas dans un film comme Contact, par exemple, hein, ou... Non, pas Contact. Arrival, je crois que c'était de Denis Villeneuve, si je dis pas de bêtises, je suis plus sûr. Le film avec... Ah bah voilà, je me souviens plus de l'actrice, donc là c'est génial. C'est l'histoire de l'arrivée sur Terre d'extraterrestres qui ressemblent à des grandes mains, qui les appellent les octopodes ou à un moment. Ah, je sais plus le nom de l'actrice principale, bon, peu importe, mais qui est vachement bien. Et là on avait vraiment une question scientifique qui était poussée, quoi. Dans la mise en scène, dans les explications, dans la recherche de l'écriture du scénario, ça se sentait. C'est pas le cas dans The Meg, hein, faut être clair. Mais je trouve qu'ils ont trouvé le bon équilibre pour qu'aujourd'hui, en 2018, on y croit. On trouve ça relativement vraisemblable, et que du coup, les différentes explications, comment le requin puisse arriver, tout ça, a pu arriver, bah ça marche plutôt bien. Et en plus de ça, en plus de ce côté positif, une fois que le requin arrive, je trouve que l'histoire s'emballe plutôt bien. On a des vraies scènes de tension bien cool, avec à base de personnes piégées sous l'eau avec le requin autour d'eux, avec des petits effets de mise en scène bien foutus, du genre il y a un moment donné on voit une des plongeuses qui est dans l'eau dans une cage et qui regarde autour d'elle pour voir si le requin arrive, puisqu'ils essaient de la tirer, et là en fait on passe en vue subjective d'elle, et donc on vit son stress, on ressent tout de suite le truc de devoir tourner la tête, de pas le trouver, et à chaque fois qu'elle tourne la tête, on a peur que le requin soit là. Ça marche vraiment bien. Le film a des petits moments comme ça, simples, mais très efficaces, de mise en tension, quelques jumpscares, mais je trouve qu'il n'y en a pas trop, et ils sont bien faits. Il y a un moment comme ça, qui est dans la bande-annonce, hein, on voit la petite fille face à cette vitre, on voit de loin le requin arriver, puis s'approcher de la vitre tout près, avant de gober la vitre. Effet très réussi aussi, très beau.
je trouve, dans le plan, avec cette fameuse vitre sphérique. Bref, on a comme ça une vraie mise en tension, un casting de série B de qualité, hein, pour le coup, je trouve, tout le monde fait son taf. On a l'acteur américano-indien là, qui est dans Fear the Walking Dead, j'ai oublié son nom, qui est bien, qui fait complètement son taf comme d'habitude, hein, qui fait vraiment pas, c'est pas un grand acteur, c'est un acteur de second rôle de qualité, du coup il est souvent au cinéma et je trouve que c'est juste, il joue très bien. On a Rainn Wilson qui joue le rôle du milliardaire qui finance tout ça. Ça faisait longtemps, je l'avais jamais vu dans un rôle comme ça, mais c'est pas un acteur que je vois souvent non plus, hein. J'aime beaucoup cet acteur depuis, non pas la série The Office que j'ai jamais vu, où il a un rôle récurrent, où il est visiblement devenu culte à ce moment-là, mais dans le film Super de James Gunn, sur lequel j'ai fait une vidéo, je vous envoie la voir si ça vous intéresse, film qui est juste dingue, j'ai fait un après le film dessus, donc matez le film et matez ma vidéo après si vous voulez, et où il est excellent, vraiment excellent, dans le rôle d'un mec un peu benet comme ça, qui pense avoir une révélation... complètement hardcore et qui commence à être un super-héros complètement ouf qui bute les gens à coups de clé à molette. Si vous n'avez jamais vu Super, de toute façon, matez-le, c'est complètement fou. Et matez ma vidéo après, vous verrez mon point de vue dessus. Quoi qu'il en soit, c'est un acteur que j'aime bien, et il est bon dans le film, il joue le rôle de ce milliardaire comme ça, qui évidemment essaie de faire du blé, qui a pas un mauvais fond, en fait, et ça marche bien. Donc bref, tout ça pour dire qu'il y a un bon casting autour de Jason Statham et de l'actrice, je crois que c'est Wai Bingbing, qui joue, que j'avais essentiellement vu, elle, dans un rôle muet, dans X-Men Apocalypse, si je dis pas de bêtises, et qui là joue le rôle de la fille du chercheur principal, qui est aussi la mère de la petite fille dans le film, tout ça, et qui a une relation d'amour avec Jason Statham qui marche vraiment bien, puisqu'elle est relativement platonique dans le film, et du coup ça fonctionne bien. Ça reste un film pour la famille, j'insiste. Et du coup, ben... on a les petits éléments, quelques idées de mise en scène, une bonne mise en place, un bon casting de série B, un Jason Statham qui fait le taf, et ben... vous avez compris, quoi, c'est un bon divertissement, ce film-là. C'est un bon divertissement, on a des petits moments de flip, les moments de tension, ils sont en mer avec le requin, et ben on a des bons retournements de situation, les fameux moments où on se dit, mais ils sont trop cons, et pourquoi ils font ça, mais finalement le film n'est pas systématiquement en train de te dire, là ils se sont trompés, ils vont se faire bouffer, il rentre pas dans un cliché ou une erreur que font beaucoup de films avec des requins ou des monstres comme ça, c'est le coup du, ils ont fait une erreur, ils meurent. Non, il faut être plus malin que ça, il faut que pour que le body count fonctionne et pour qu'on soit flippé par la mort des personnages, il faut qu'on sache plus vraiment quand ça arrive. Il faut pas que ce soit systématique. Et ça, à cet endroit-là, ben, le petit jeu de massacre du film fonctionne plutôt bien. Il y a des moments où on s'y attend, on se dit « Ah, il va arriver !» Non, il vient pas. Puis il y a d'autres moments où ils te font croire qu'il va arriver, il arrive pas. Et puis par d'autres moments, tu penses qu'il arrive plus, et évidemment, il arrive. Et c'est plutôt bien ménagé. C'est pas du grand suspense, hein, on n'est pas non plus... en termes de tension du Gravity chez Alfonso Cuarón, quoi, je veux dire, non. Mais on a quand même, je trouve, notre petite dose de flip bien sympathique, avec comment dire, sans spoiler l'histoire, l'attaque d'une plage hyper bondée en Chine, du requin qui est sympathique. Allez, petit bémol vraiment là, parce que je trouve que c'était un peu décevant, on s'attend à cette séquence-là, la fameuse attaque de la plage, ils nous font le coup de nous présenter une plage où il y a un monde fou, mais alors moi j'irai jamais sur une plage comme ça, hein, saturé à ce point-là, j'y vais jamais, il y a un monde fou, et au final, ça reste gentillet comme séquence, c'est plus rigolo que réellement traumatisant, flippant. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais plus, je crois que c'est dans Les Dents de la Mer 2, je crois. Oui, c'est dans le deuxième, je pense. Il y a un moment donné, on a des gosses dans un bateau, et il y a une des filles qui craque complètement, puisque le requin tourne autour d'eux et les attend, et il y a une des filles qui craque complètement, et qui hurle, mais qui perd ses nerfs, quoi, qui hurle, et ça rend la séquence insupportable, dans le bon sens du terme, c'est qu'on sent vraiment une angoisse terrible, qui est carrément irrépressible, et le fait qu'elle hurle tout le temps comme ça, rend vraiment la scène non seulement vraisemblable, mais en plus, émotionnellement j'entends, mais en plus ça rajoute un degré de comment dire, ça dérange vraiment la perception, dans le sens, ça nous fait mal, physiquement, je caricature. À peine. Ça, c'est un bon effet de mise en scène qui m'avait beaucoup plu à l'époque, qui m'avait traumatisé aussi. Ah non, mais moi, j'ai été traumatisé par Les Dents de la Mer 1, 2 au moins. Le 1 et le 2, facile. Le 3, je sais plus si je l'ai vu, et le 4, quand je l'ai vu, j'étais ado et j'ai rigolé, parce qu'il est très drôle. Bref, je crois que c'est Les Dents de la Mer en 3D, si je dis pas de bêtises. Peut-être le 3 déjà, hein, mais je sais plus, avec Dennis Quaid, avec une séquence incroyable où le requin fonce vers l'image et brise la vitre, qui est à mourir de rire. Si vous avez jamais vu un effet spécial raté à ce point-là, celui-là, même à l'époque, il était raté, hein, je vous le dis tout de suite. Bref, je ferme la parenthèse. Et tout ça pour dire,
Ben, ce film-là, il ménage bien ses effets, mais malheureusement, ce moment, on s'attend un peu à un moment de gloire où ça va basculer dans le gore. Alors de là aller jusqu'à Piranha 3D, non, on sent bien qu'on est face à un film grand public. Nonobstant, je m'attendais à ce que ce soit un degré plus énervé. On voit quelques jambes, il y a du sang, enfin le film sait être gore par moment, mais ça reste très modéré pour un film où les gens se font bouffer par un requin. Ça reste, mais je trouve que c'est bien assumé, hein, c'est-à-dire que c'était pas l'objectif du film d'être un film gore, l'objectif c'était de nous mettre en sensation de flip. Donc par exemple on voit le requin avaler des gens et des choses comme ça, mais c'est bien amené. C'est pas genre il avale, il gobe et il y a rien. Non, c'est vraiment, tu le vois à un moment donné, le personnage est dans l'eau, puis d'un seul coup tu vois la masse derrière lui qui arrive et qui le gobe d'un seul coup. C'est impressionnant, le plan est large, il est bien monté, le format cinémascope est bien utilisé, bref. Je sais pas si c'est du cinémascope, c'est peut-être du 1,88, je sais pas. Je vais dire des bêtises. Je m'y connais pas bien en format de cinéma, je vous renvoie vers la vidéo du Randall si vous voulez être moins idiot que moi. Il avait fait une vidéo sur les formats, je l'ai maté plusieurs fois et évidemment j'arrive pas à retenir. Ce qui prouve bien que je suis pas cadreur et pas technicien, que je ferais mieux de fermer ma gueule sur la question. Nonobstant, le format large, voilà, pour parler avec des termes qui visiblement me sont plus appropriés, fonctionne bien et on voit bien l'utilisation du requin qui a l'air gigantesque dans le plan. Avec les réactions des personnages autour, et ainsi de suite, avec les fameux plans où t'as tous les personnages qui tombent à l'eau et tu flippes parce qu'il y a le requin qui est autour et tu sais pas qui il va bouffer. Bref, tout ça pour dire, je me suis bien amusé devant The Meg. J'ai vraiment trouvé que c'était un film sympa. Toute la fin qui est what the fuck avec évidemment Jason Statham contre le requin, mais je trouve que elle va pas trop loin. Elle ne va pas jusqu'à devenir complètement what the fuck, c'est juste à un moment précis où tu dis ouais bon, ok, là, il fallait finir le film comme ça, visiblement ils ont vendu le film, c'est Jason Statham contre le requin, donc on y a droit, mais je trouve que le film le mesure plutôt bien pour que ça reste un tant soit peu vraisemblable. Alors je mets de gros guillemets parce que vraiment comme il le bute à la fin, il y a de quoi rigoler, mais tout ça pour dire, vraiment un film très sympa, un bon divertissement de l'été. Peut-être avec un petit bémol, parce que s'il y avait cette scène de la plage avait été complètement hardcore, je pense qu'on aurait eu... que le film aurait franchi un cap de notoriété qu'il va pas franchir là. Ça va rester une des bonnes surprises, on va dire, de divertissement de l'été. Voilà, tout simplement. Mais pour modérer ce que je dis encore, l'attaque de la plage est intelligente. Il fonce pas vers la plage en mangeant les gens d'un seul coup. Non, il se balade et il attend. C'est un requin, quoi, dans le sens où il se balade et puis il y a un moment donné où les gens le remarquent et s'affolent et c'est parce qu'il y a du mouvement et ainsi de suite qu'il est attiré et qu'il commence à manger des gens. Mais à la base, il se balade, quoi. C'est un animal, donc un requin, il faut qu'il y ait de l'agitation pour l'attirer. Donc ça, c'est plutôt bien foutu, et la séquence, du coup, monte bien en crescendo, on voit les gens en train de se balader, et le requin, il est en dessous, on le voit passer de dessus, là. Les jolis plans, on voit son énorme silhouette. Bref, la scène est bien dans son crescendo, c'est juste qu'à partir du moment où il commence à manger des gens, il y a quelques moments comiques, mais globalement, c'est pas très vénère. Il y a du sang, mais c'est pas très vénère. Vous savez, on n'a pas ce fameux plan du mec bouffé en deux ou ce genre de truc, qui est pas... Bah, les requins, ça bouffe les gens, quoi, donc à un moment donné, voilà, ça aurait pas non plus été choquant d'avoir ça placé au bon endroit. Mais en l'occurrence, ils ont pas voulu, ils ont préféré jouer sur une touche un peu comique. Par exemple, la fin d'un des personnages qui est un peu à part, et jouer vraiment sous le ton de la comédie et pas tant de la tension. Bon, pourquoi pas. Moi, je trouvais pas que c'était indispensable d'ajouter encore des éléments comiques comme ça, mais finalement, ça déséquilibre pas le film reste très sympa, et c'est le bon divertissement de cet été. Je pense que j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter. J'ai trouvé que c'était, pour le coup, un bon divertissement en général, et il faut pas beaucoup d'éléments, et je vais un peu récapituler ce que je disais. J'avais envie de parler de The Meg, parce que justement, il arrivait à un moment donné à trouver les éléments du bon divertissement. 1. Il a une accroche de film de l'été, donc avec un requin et tout ça, qu'il assume complètement, c'est vraiment le film. 2, c'est pas parce qu'il a un bon pitch de départ qu'il met pas en place bien ses personnages, et il met bien en place ses personnages. Les différents contextes sont bien utilisés, quand ils vont chercher Jason Statham, le voir où il vit et tout ça, c'est intelligemment amené. Il y a des petits clichés, hein, genre lui qui se balade à moto, tout le monde s'entend avec lui, vous voyez le genre, quoi. L'étranger américain qui est devenu copain avec tout le monde, ça aussi c'est un truc, bon... Moi je reste toujours un peu circonspect face à ce genre d'effet, mais bon, visiblement ça dérange pas plus que ça.
Donc voilà, ils vont le chercher, ça aussi c'est concret, on y croit. Comment ils le font revenir, même si sa femme, encore une fois son ex-femme est un prétexte, c'est cohérent et on comprend pourquoi il finit par revenir. Pourquoi il reste et pourquoi au final ils décident tous d'aller plus ou moins chasser le requin, ça aussi c'est relativement cohérent, même s'il y a des personnages qui pointent tout de suite que c'est complètement suicidaire et stupide. Ça c'est bien vu, c'est bien amené. Ensuite, la fameuse mise en place du requin et comment finir par réussir à l'avoir, et ben ça passe par des étapes qui sont bien amenées, qui sont spectaculaires, qui sont drôles, pas forcément c'est pas forcément génial, mais ça fait le café, c'est assez bien mis en scène, avec quelques idées de mise en scène, comme je disais, qui sont juste bien placées. Le reste est filmé de manière très égale, hein, c'est le fameux coup du chant contre chant, il n'y a pas quelques jumpscares pour faire passer les séquences, et le coup de l'histoire d'amour de deux personnes qui n'arrivent pas tout à fait à se le dire, voilà, c'est plutôt bien amené. Les différents trajets des personnages, de facto, j'en ai pas trop parlé, marchent plutôt bien, mais c'est là où tu vois que c'est un divertissement. Encore une fois, c'est un bon divertissement, je pense que vous pouvez aller voir The Meg, vous passerez un bon moment, honnêtement, même avec des potes un soir, vous le matez. C'est pas un film désagréable du tout, hein. Potes et copines, ça va être une bonne soirée avec un film comme ça, je trouve. Il n'y a pas de quoi non plus tomber de sa chaise, mais ça passera bien. Il y a ces petits moments de tension, et en même temps, c'est un film divertissant. Après, là, les éléments qui font que l'on voit, et c'est pour ça aussi que je voulais parler de ce film, que c'est un divertissement, c'est à quel point la plupart des mises en place arrivent avec des récompenses correctes, les setup payoff fonctionnent plutôt bien, mais sont faits pour être, entre guillemets, pour ne pas prêter à conséquence plus que ça. Le trajet notamment du docteur dans le film, vous verrez, je spoile pas, le moment où il est, grosso modo, la récompense du fait de l'avoir suivi arrive, elle permet juste de créer une autre séquence dans le film, ça permet à un autre personnage d'être un peu, comment dire, touché par ça, et finalement ça mène à rien d'autre que ça. C'est vraiment des setup payoff de films grand public, on va dire, de l'été, c'est-à-dire, voilà, il a fait quelque chose de bien, c'est bien pour une personne, et voilà, on n'a rien d'autre à dire. Jason Statham et l'autre femme, ils sont amoureux, finalement, ils vont finir par l'être par l'impulsion de la petite fille, ce qui est en général un gros cliché de la petite fille qui comprend ce que les jeux des adultes. Le film, là, le modère un peu mieux, hein. J'avais été très critique, notamment sur Ant-Man et le rapport à la fille. Là, c'est un peu mieux modéré, je trouve, dans The Meg, où ça reste quand même une petite fille. Elle a quand même des réactions par moments de petite fille, qui font que, même si elle comprend un peu les enjeux de l'amour de ses parents, il y a, enfin, de Jason Statham et de sa mère, bah ça va, ça passe. Je vous spoil à peine, hein, on comprend dès le début du film que ça va être ça. Hein. Voilà, et donc les autres personnages secondaires qui n'ont pas spécialement de trajet dans le film restent des personnages secondaires. Du coup, le body count, vu que ça aussi c'est un élément intelligent de ce divertissement de l'été, c'est un film avec un monstre et il va y avoir donc du massacre, donc il faut qu'il y ait plusieurs personnages, il ne faut pas se contenter de 4-5 personnages parce qu'on sait tout de suite qui va rester en vie, qui va mourir. Là, quand on est à 8, 9, 10 comme ça, bah là... on peut commencer à avoir du suspense, à se demander un petit peu, on se doute que Jason Statham va pas se faire buter, quoi. Mais c'est pas du tout une surprise. Mais comme il y a une certaine... on arrive à mettre un certain doute sur qui va y passer ou pas, et ben ça fonctionne. On finit par être emporté par le film. Voilà, c'est pour ça que je voulais en parler. Et donc ces fameux payoffs qui en fait vont pas très loin, c'est typique des divertissements de l'été, on veut pas vous amener dans un débat, vous sortez pas du film en vous disant tiens, qu'est-ce qui aurait pu se passer s'ils avaient fait autre chose, machin. On veut pas vous piquer, quoi, on veut pas vous blesser, on veut pas vous laisser avec le film dans la tête autrement que bah, c'était un bon moment, fin. Une fois que le mot fin arrive, le film est terminé et on va faire ce qu'on a à faire dans ses vacances. Donc c'est un archétype de ça. Du coup, je dis qu'il est bien, que c'est un bon divertissement. Faut être clair, c'est un film qui, par définition, il n'y a pas grand-chose à ramener chez soi. Hein. Après, hein, voilà, quoi. C'est un bon divertissement de l'été, point barre. Ça sera rien d'autre. Jason Statham fera mieux, j'espère, dans d'autres films. Il va revenir vers des films comme Crazy Joe ou autres, et tant mieux, parce que c'est tout simplement des meilleurs films. Et là, ce que je pointe est beaucoup plus simple. The Meg avait les éléments pour être un excellent film, en fait. Mais John Turteltaub ne fait pas ça. Il fait des films familiales, il l'a toujours fait, il continue de le faire. Du coup, c'est pas une surprise, mais il faut lui rendre ça, il sait le faire bien. The Meg, c'est un film sympa. Il y a tous les éléments, un héros charismatique, des personnages secondaires intéressants, une histoire d'amour bien foutue avec des acteurs impliqués, un monstre qui est bien amené, bien mis en scène, et qui a ses petits moments de gloire et de flip et tout ça, quelques scènes flippantes bien amenées, quelques scènes spectaculaires bien mis en scène et bien amenées. Voilà, c'est tout ce qu'on demande à un divertissement de l'été, et il est exactement ce qu'il est. Donc oui, je vous conseille plutôt de voir The Meg à l'occasion si vous avez envie, vous passerez un bon moment.
Et ça m'a permis du coup de pointer cette petite différence qui fait qu'à un moment donné, malheureusement, allez là c'est mon petit côté, on va dire, j'aime bien gratter ce genre de choses, vous me connaissez maintenant. C'est dommage de faire des films aussi bien et de pas à un moment donné essayer d'aller un tout petit peu plus loin. J'ai pas l'impression que Jon Turteltaub ait envie de le faire. Il en a peut-être plus envie, hein, c'est ce que je peux comprendre tout à fait. Mais c'est vraiment dommage, parce que dans sa direction d'acteur, dans l'utilisation du scénario et dans le rythme et les tensions qu'il a créé dans le film et qu'il gère bien, eh ben ça aurait pu être vachement bien. Enfin, ça aurait pu être encore mieux, ce film, en allant juste plus loin encore dans le développement de ces différents personnages, tout simplement. Au moins des personnages principaux, Jason Statham et cette fameuse femme avec sa fille. Ça aurait pu aller très loin. Et même si par moment, vous verrez pourquoi en voyant l'histoire de la mère notamment, de la jeune fille et donc la copine de plus ou moins de Jason Statham, on voit un désir d'avoir un discours sur la famille qui est pas inintéressant. Finalement, c'est assez creux. C'est assez creux parce que le film parle pas de ça et que c'est aussi la difficulté de faire un film sur un monstre et de pas avoir forcément grand chose à raconter sur ce monstre. Il y a un petit débat scientifique à un moment donné sur est-ce qu'on doit le faire, est-ce que c'est éthique et tout ça, et voilà. C'est intéressant. Et c'est pas mal dit. Mais au final, c'était pas indispensable dans le film, ça lui donne juste un peu plus de vraisemblance, et le film n'a pas un discours de fond très complexe. Hein. C'est simplement savoir se pardonner, à un moment donné, se retrouver, c'est se confronter à ses angoisses, voilà, il n'y a rien de fondamentalement formidable à cet endroit-là, quoi. Et en plus, c'est traité de manière très légère pour dire que ça l'est pas. Donc c'est en plus très assumé. Voilà. Mais c'est dommage, je sens qu'il y avait quelque chose d'autre de possible derrière. Il y avait le casting, il y avait le scénario, il y avait la mise en scène, il y avait peut-être le petit truc de plus qu'ils auraient pu trouver pour aller au-delà. Ils l'ont pas fait. Tant mieux, tant pis, on a un bon divertissement. Et c'est pas si mal au final de savoir faire ça, faut pas non plus jeter la pierre à Jon Turteltaub quand on sait bien faire un divertissement. Il faut aussi à un moment donné baisser son chapeau, enlever son chapeau et dire bravo l'artiste, parce que j'ai passé un bon moment, que les choses soient bien dites. Je fais ma critique de fond parce que j'aime bien faire mon cake, mais c'était un bon moment. Bref, je vais m'arrêter là. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de HO. Vous n'hésitez pas à tweeter, instagrammer, surtout commenter, surtout me dire ce que vous avez pensé de ce film de l'été, si vous avez été diverti ou pas et pourquoi, ça m'intéresse énormément. Et puis on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de la série HO sur les films de l'été. Ciao ciao les amis, à bientôt!